Tout ce que vous croyez savoir sur cet insecte est faux. Elle n'est pas rouge, elle n'a pas 7 points, et elle ne mange pas un seul puceron de toute sa vie. Celles que vous connaissez depuis l'enfance et celles dont je vais vous parler aujourd'hui se nourrissent de choses opposées, et l'une des deux, vous l'avez peut-être écrasée en croyant protéger votre jardin. Vous êtes sur Planète Animal. Aujourd'hui, la coccinelle à 22 points, autrement dit Psilobora vigintiduopunctata, jaune, minuscule et complètement méconnue. Restez jusqu'à la fin. Vers la moitié du film, je vous raconterai comment un auxiliaire venu d'Asie, lâché par l'homme pour sauver les récoltes, s'est mis à dévorer nos propres coccinelles, et pourquoi personne ne l'avait vu venir. Il faut remonter très loin pour comprendre. Retournons dans l'Europe du Moyen Âge, dans les campagnes, au moment des récoltes. Les pucerons pullulent. Ils couvrent les tiges, les feuilles, les jeunes pousses, et ils vident les plantes de leur sève à une vitesse que rien ne semble pouvoir arrêter. Le paysan regarde son champ dépérir. Il ne connaît rien à l'entomologie. Il ne sait pas ce qu'est un puceron, ni pourquoi ils sont là, ni comment s'en débarrasser. Il sait une seule chose, sa récolte meurt, et avec elle, une partie de ce que sa famille mangera l'hiver suivant. Et puis, un matin, un petit insecte rouge se pose sur une feuille. Il commence à manger les pucerons, un par un, sans se presser. Le lendemain, ils sont moins nombreux. Le surlendemain, moins encore. Le paysan n'a rien fait, il a seulement prié. Alors, pour lui, la conclusion est évidente. Ce petit insecte rouge est une réponse, une aide venue d'en haut. On lui donne un nom qui dit tout. En anglais, Ladybird, l'oiseau de Notre-Dame. En allemand, Marienkäfer, le scarabée de Marie. En français, la bête à bon Dieu. Partout en Europe chrétienne, au même moment, le même insecte reçoit le même statut. Quelque chose de sacré, quelque chose sous la protection du ciel. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la trace, gravée dans le langage, d'une gratitude ancienne et partagée. Voilà l'image que nous avons tous héritée. Une petite bête rouge, ponctuée de noir, porteuse de chance, dévoreuse de pucerons, amie du jardinier. Et cette image, je vous l'accorde, est jolie. Le problème, c'est qu'elle décrit une seule espèce parmi des milliers. Car il n'existe pas une coccinelle. Il en existe plus de 6000. 6000 espèces à travers la planète, de tailles différentes, de couleurs différentes, avec un nombre de points qui change du tout au tout. Il y en a à 2 points, à 10 points, à 14 points. Il y en a d'entièrement unis, sans le moindre motif, comme si quelqu'un avait oublié de les peindre. Il y en a de noirs tachés de rouge, exactement le schéma inversé de celle que vous imaginez. Pensez-y un instant. Tout ce que le mot coccinelle évoque dans votre tête tient dans une seule case d'un tableau qui en compte des milliers. Et ces points, justement, arrêtons-nous ici un instant. Nous les prenons pour un ornement, une jolie décoration de la nature. Ils ne le sont pas. Ils sont un avertissement. Dans le monde vivant, une couleur vive et contrastée signifie presque toujours la même chose. Ne me mange pas, tu le regretteras. Les biologistes appellent cela l'aposématisme. Le rouge et le noir, le jaune et le noir, ce sont des panneaux de signalisation adressés aux prédateurs. Et derrière le panneau, il y a une vraie menace. Quand on saisit une coccinelle, quand un oiseau la happe, elle libère par les articulations de ses pattes un liquide orangé au goût abominable. Ce liquide, c'est son hémolymphe, chargé d'alcaloïdes amers. Un oiseau y goûte une fois, une seule. Et il associe pour toujours cette couleur à cette brûlure dans le bec. Il ne recommencera pas. Le message est passé, sans un mot, compris sur tous les continents. Voilà donc le premier malentendu levé. La coccinelle n'est pas une seule bête, et sa robe n'est pas une parure. Mais tout cela reste dans le cadre de ce que vous imaginiez à peu près. Des insectes colorés, un peu toxiques, plus ou moins chasseurs de pucerons. Or, notre héroïne à nous fait voler ce cadre en éclats. Regardons-la de près. Elle est jaune, d'un jaune franc, avec des points noirs disposés avec une régularité de dessin technique, comme tracé à la règle. Elle est petite, très petite, environ 3 à 4 mm de long. Pour vous donner une idée, la coccinelle à 7 points, la classique des livres d'enfants,
mesure 7 à 8 mm. La nôtre fait donc presque moitié moins. À peu près la taille d'un grain de riz posé sur le bout de votre doigt. Et malgré cette taille, elle se remarque parfaitement, parce que le jaune vif et le noir forment une combinaison que la nature emploie comme signal d'alarme, aussi souvent que le rouge. Ces points, on les compte. 11 sur chaque élytre, 22 en tout, et c'est de là que lui vient son nom. Mais si vous cherchez bien, sur le devant du corselet se cachent encore 5 autres taches. Il y a donc sur ce minuscule insecte plus de points que son nom n'en annonce. Jusque-là, tout cela reste anecdotique. Ce qui suit ne l'est pas. Presque toutes les coccinelles sont des prédatrices. Elles mangent des pucerons, des acariens, de petites chenilles, des œufs d'autres insectes. C'est précisément ce qui les rend si précieuses aux jardiniers, et c'est pour cela que l'humanité les a tant aimées. Notre coccinelle à 22 points, elle, est une exception. Une exception totale, absolue. Elle n'a jamais mangé un puceron de sa vie. Pas un. Elle ne chasse rien de vivant. Ni insectes, ni œufs, ni larves. Alors de quoi vit-elle? Voilà la vraie question, et je vous demande de la garder en tête, parce que la réponse renverse toute l'histoire que nous nous racontons depuis l'enfance. Elle mange un champignon. Plus précisément, elle mange l'oïdium, ce dépôt blanc et poudreux qui recouvre les feuilles à la fin de l'été. Ce voile farineux que les jardiniers connaissent trop bien, celui qui envahit les concombres, les courgettes, les courges, les groseilliers, et qui peut détruire un plant entier en quelques semaines. Ce champignon microscopique, désespoir des potagers, c'est sa nourriture. Sa seule et unique nourriture, toute sa vie durant. Une spécialisation aussi étroite est une rareté, y compris dans le monde des insectes. La plupart mangent ce qui se présente. Elle, non. Elle a choisi une seule chose, et elle s'y tient de sa naissance à sa mort. Et je l'avoue, la première fois que j'ai vraiment mesuré ce que cela signifiait, j'ai dû m'arrêter un moment. Réfléchissez avec moi. L'oïdium est l'un des champignons de jardin les plus répandus du monde. Il est partout où il y a de la chaleur et un peu d'humidité. Il coûte, chaque année, des sommes colossales aux cultures. Et il possède un ennemi naturel qui le dévore avec appétit. Un ennemi que nous avons sous les yeux et que presque toujours nous ne remarquons même pas. Un insecte qui ressemble à un jouet et qui remplit, sans produit, sans pulvérisateur, sans la moindre chimie, la fonction d'un fongicide biologique. Elle vit, elle mange, et ce faisant, elle soigne. C'est à mon avis l'un des faits les plus sous-estimés de la zoologie du jardin. Et pourtant, c'est là que le paradoxe devient cruel, cette même coccinelle a longtemps été tenue, en Russie et ailleurs, pour un nuisible, un ravageur, une bête à détruire. Comment un tel contresens a-t-il été possible? La réponse tient à un détail, et ce détail, nous le regarderons de très près. Mais nous y reviendrons. Car pour comprendre pourquoi on a accusé l'innocente, il faut d'abord comprendre comment elle est faite, et comment un être de 3 mm parvient à traverser les airs sur plusieurs kilomètres pour rejoindre exactement la feuille malade qu'il cherchait. Battez des mains, une fois, aussi vite que vous le pouvez. Vous venez de faire un mouvement, un seul. Dans le même intervalle de temps, l'insecte dont nous parlons, lui, aurait battu des ailes plusieurs dizaines de fois. Ses ailes montent et descendent à une cadence que votre œil ne peut pas suivre. Elles ne sont pour vous qu'un flou tremblant autour d'un corps immobile. Et pourtant, ce corps ne pèse presque rien. Posé sur votre paume, vous la sentiriez à peine, comme un flocon ou un grain de poussière un peu lourd. Une abeille bat des ailes bien plus vite encore, à un rythme que l'oreille perçoit comme un bourdonnement aigu. Une libellule, elle, est beaucoup plus lente. Notre coccinelle se situe quelque part entre les deux. Ni le vrombissement pressé de l'abeille, ni le battement ample de la libellule. Un entre-deux, discret, presque silencieux. Mais voilà ce qui m'arrête, et que je vous demande de garder en tête. Un être de 3 mm, à peine plus large qu'une tête d'allumette, est capable de franchir plusieurs kilomètres d'un seul vol, sans se poser. Comment? Comment un corps aussi minuscule, aussi rond, aussi peu profilé, transporte-t-il assez d'énergie et assez de surface d'aile pour tenir en l'air aussi longtemps? Rien dans sa forme ne semble fait pour voler.
Et c'est justement là que tout devient intéressant. Regardons comment elle est construite. La coccinelle est un coléoptère, autrement dit un scarabée, un vrai. Pas une mouche, pas un papillon, un scarabée, membre du plus vaste ordre du monde animal. Et comme tous les coléoptères, elle possède une caractéristique qui a fait le succès prodigieux de tout ce groupe. Ces ailes antérieures ne servent pas à voler. Elles se sont transformées, au fil de l'évolution, en deux étuis durs et bombés que les entomologistes nomment les élytres. Ce sont eux, la carapace lisse et colorée que vous voyez quand l'insecte est au repos. Sous ces boucliers rigides, repliés, se cachent les véritables ailes. Membraneuses, transparentes, parcourues d'un réseau de nervures d'une finesse extraordinaire. Sous le microscope, elles ressemblent à de la dentelle. C'est avec elles que la coccinelle vole. Les élytres, eux, se contentent de s'écarter un peu pour laisser le passage. Et c'est ici que se cache la réponse à notre question. La force du vol ne tient pas à la taille, elle tient à ce mécanisme. Quand l'insecte veut décoller, il soulève ses élytres, déploie ses ailes membraneuses restées cachées et bat ses voiles de dentelle à toute vitesse. La surface portante est bien plus grande qu'on ne l'imagine, parce qu'elle était pliée, invisible, sous la carapace. Un corps minuscule peut ainsi porter des ailes disproportionnées sans les exposer au reste du temps. Voilà comment un point de 3 mm attrape un courant d'air ascendant et se laisse emporter, parfois sur des kilomètres, jusqu'à la feuille qu'il cherche. Ce vol, d'ailleurs, explique une chose essentielle que nous retrouverons plus loin. La coccinelle ne se répand pas d'un jardin à l'autre en marchant. Elle ne rampe pas d'une région à la suivante. Elle s'élève, prend le vent, et se retrouve là où son odorat a détecté sa nourriture. C'est ce qui rend sa progression si rapide, et parfois si spectaculaire. On a observé, certaines années, des nuées entières d'insectes portés par les courants sur de très longues distances, franchissant même des bras de mer, poussés à des hauteurs considérables au-dessus des flots. Des millions de petits corps ronds transportés par l'air comme une poussière vivante. Mais revenons au mécanisme, car il pose aussitôt un autre problème. Déplier ses ailes passe encore. Les replier, c'est une autre affaire. Imaginez que vous deviez ranger une grande carte routière dépliée dans une pochette minuscule, en une fraction de seconde, sans jamais regarder ce que vous faites et sans un seul faux pli. À chaque atterrissage, la coccinelle accomplit exactement cet exploit. Ses ailes membraneuses sont plus longues que les étuis censés les abriter. Il faut donc qu'elles se plient, se cassent à des endroits précis, s'organisent selon un tracé fixe, puis disparaissent sous les élytres avec une précision d'horloger. Le pliage suit des lignes déterminées, un peu comme un éventail que l'on referme, sauf que l'éventail, lui, ne se range pas tout seul dans sa boîte. Ce détail, qui pourrait sembler anecdotique, fascine aujourd'hui les ingénieurs. Des chercheurs se sont penchés sur cette mécanique de pliage pour concevoir des structures déployables. Antennes, panneaux, dispositifs miniatures qui doivent tenir dans un très petit volume, puis s'ouvrir. Un insecte que l'on écrase distraitement d'un revers de manche résout, à chaque vol, un problème d'architecture que nos laboratoires étudient encore. J'avoue que cette idée ne me quitte pas facilement. Passons à présent à sa forme, car elle non plus n'est pas due au hasard. Pourquoi la coccinelle est-elle si ronde? Ce dôme presque parfait, cette bulle bombée, n'est pas une coquetterie. C'est le résultat d'une longue sélection. Un corps rond et compact. Il se replie facilement sur lui-même en cas de danger, ne présentant plus qu'une surface lisse et fermée. Il loge commodément ses ailes pliées. Et il offre un avantage discret face aux prédateurs. Beaucoup d'entre eux préfèrent les proies allongées, plus faciles à saisir et à avaler. Une petite sphère, dure et glissante, elle, échappe plus souvent à la prise. Ajoutez à cela ses 6 pattes, ses 2 antennes qui tâtent et sondent l'air en permanence, et vous avez une machine complète, tenant dans le volume d'une petite perle. Et cette machine possède une dernière pièce, la plus surprenante. Une arme, portée en elle en permanence. Je vous l'ai dit dans les premiers instants de ce film, quand on la saisit, la coccinelle libère un liquide amer. Regardons maintenant comment. Le phénomène porte un nom, le saignement réflexe. Sous la menace, l'insecte fait perler, aux articulations de ses pattes, de petites gouttes d'un liquide orangé. Cela sonne dramatique,
Mais ce n'est pas du sang au sens où nous l'entendons. C'est de l'hémolymphe, le fluide qui circule dans le corps des insectes, ici chargé d'alcaloïdes qui provoquent chez l'agresseur une brûlure vive dans la bouche. Un prédateur en fait l'expérience une fois, et une fois suffit. Il associe pour toujours la robe jaune et noire à cette sensation désagréable, et il ne recommence pas. Le système fonctionne si bien, remarquez-le, que d'autres insectes tout à fait inoffensifs ont copié cette apparence sans en payer le prix. Mais cela, c'est une histoire pour plus tard. Un corps rond, une chimie défensive, un mécanisme de vol replié comme un origami. Voilà une bête à bon Dieu, comme vous ne l'aviez sans doute jamais imaginé. Un chef-d'œuvre d'ingénierie tenu dans 3 millimètres. Reste une question que tout cela laisse entière. D'où vient une telle machine? Et surtout, comment cette lignée de chasseurs a-t-elle pu produire une espèce qui a renoncé, un jour, à toute chasse? Les autres mangent des pucerons. Elle, non. Les autres chassent des acariens, des chenilles, des œufs abandonnés sur la face inférieure des feuilles. Elle, non. Presque toute sa famille est faite de prédateurs, de guetteurs, de dévoreurs de proies vivantes. Et au milieu de cette parenté de chasseurs, elle ne tue rien. Elle broute un champignon. Ce simple fait, cette exception isolée, pose une énigme que je trouve personnellement parmi les plus belles de l'entomologie. Comment, dans une lignée entière taillée pour la chasse, une branche a-t-elle pu renoncer à la viande? Pour le comprendre, il faut prendre du recul et regarder d'où vient toute cette famille. Les coccinelles appartiennent à un groupe immense, celui des coléoptères, apparu il y a des centaines de millions d'années, bien avant les fleurs, bien avant l'herbe telle que nous la connaissons. Mais la coccinelle, elle, est intimement liée à une invention plus tardive du monde vivant, les plantes à fleurs et les insectes qui s'en nourrissent. Car là où poussent des plantes tendres et sucrées, arrivent les pucerons. Et là où pullulent les pucerons, tôt ou tard, apparaît quelque chose qui les mange. Voilà la scène originelle. Une plante, une colonie de petits suceurs de sève agglutinés sur une tige, et un prédateur qui a trouvé là un garde-manger sans fin. La coccinelle ancestrale était une chasseuse de pucerons. Ce métier a fait son succès. Il l'a répandu sur tous les continents, sous toutes les formes, dans cette profusion d'espèces dont je vous ai parlé. Plus de 6000 aujourd'hui. La chasse aux pucerons a été pour cette famille une immense réussite évolutive. Mais une réussite a un revers. Quand un mode de vie fonctionne trop bien, il attire du monde. Et c'est là qu'apparaît le problème que nous allons résoudre. Réfléchissez un instant à ce que signifie ce succès. Si des milliers d'espèces de coccinelles chassent le puceron, si des guêpes, des larves de cirfe, des oiseaux, des araignées le chassent aussi, alors le puceron, tout abondant qu'il soit, devient une ressource âprement disputée. Autour de chaque colonie, c'est la cohue. Chacun veut sa part. La concurrence est féroce, permanente, épuisante. Être un chasseur de pucerons de plus, dans ce monde saturé, c'est se battre en permanence pour une nourriture que tout le monde convoite. Alors imaginez qu'un jour, dans cette bousculade, une lignée d'insectes se détourne de la table commune, qu'elle cesse de regarder les pucerons, et qu'elle pose ses antennes sur quelque chose que personne, ou presque, ne dispute. Le champignon qui pousse à la surface des feuilles. Cette poudre blanche que les autres insectes ne considèrent même pas comme de la nourriture. Un garde-manger immense, présent partout, et vide de concurrents. C'est exactement ce qui s'est produit. Au sein de la famille des coccinelles existe une branche à part, une tribu que les spécialistes ont identifiée, réunissant plusieurs dizaines d'espèces réparties sur toute la planète. Toutes ont le même régime. Toutes ont renoncé à la chair. Toutes se nourrissent de champignons, et plus particulièrement de cet oïdium, ou de moisissures très proches. Des continents différents, des climats différents, des plantes hôtes différentes, mais une seule et même stratégie alimentaire. Notre coccinelle jaune à 22 points est l'une d'elles. Et voilà ce que cette répartition nous apprend et qui répond à notre énigme. Le passage de la chasse aux champignons s'est révélé si avantageux que la nature l'a soit répété plusieurs fois de façon indépendante, soit inventé une fois et poussé si loin qu'il a engendré des dizaines d'espèces durables. Parmi les coccinelles prédatrices, la lutte pour le puceron était sans merci. Chez les mangeuses de champignons, la niche était presque déserte.
Pendant que tout le monde se battait pour la même proie, celles-ci ont choisi autre chose, et elles ont gagné. Ce n'est pas un renoncement, c'est une conquête. Arrêtons-nous ici un instant, car il manque une pièce au tableau. Cette nourriture que la coccinelle a choisie, ce fameux oïdium, il faut mesurer à quel point elle est ancienne. Ce champignon n'est pas une invention récente, un ennui apparu avec les potagers modernes. Les champignons de ce type sont apparus dans l'histoire de la vie en même temps que les plantes à fleurs. Il y a de cela une durée qui dépasse l'imagination, de l'ordre de 100 millions d'années. Cela veut dire qu'ils étaient déjà là du temps des grands dinosaures. Ils ont traversé les glaciations, les bouleversements de climat, la disparition d'espèces entières. Ils sont, littéralement, plus vieux que la plupart des paysages que vous connaissez. Et depuis presque aussi longtemps, il existe des créatures pour les manger. La relation entre ce champignon et ses dévoreurs ne s'est pas nouée dans nos jardins. Elle est infiniment plus vieille que le premier jardin humain. Quand notre coccinelle jaune broute une feuille de concombre dans un potager, elle rejoue un geste répété depuis des temps où l'espèce humaine n'existait tout simplement pas. Pensez-y, le duel entre ce champignon et cet insecte est plus ancien que nous, plus ancien que nos cultures, plus ancien que l'agriculture elle-même. C'est ce décalage qui me frappe le plus. Nous croyons volontiers que la nature du jardin tourne autour de nous, de nos plantations, de nos soins. Or, les acteurs étaient en place bien avant que nous arrivions avec nos graines et nos arrosoirs. Le champignon poussait déjà. L'insecte le broutait déjà. Nous n'avons fait, sans le savoir, qu'installer une scène supplémentaire pour une pièce très très ancienne. Il reste bien sûr une part de débat. Savoir si cette spécialisation est née une seule fois ou plusieurs, si telle branche descend de telle autre, ce sont des questions que les chercheurs continuent de discuter, en comparant les espèces et leur parenté. La nature ne laisse pas toujours de traces nettes de ses choix les plus anciens. Mais sur l'essentiel, le tableau est clair. Il existe, au cœur d'une famille de chasseurs, une lignée qui a troqué la proie contre le champignon, et qui a prospéré pour l'avoir fait. Voilà donc résolue notre énigme de départ. La coccinelle qui ne chasse pas n'est pas une ratée de la chasse. C'est la représentante d'une stratégie gagnante, vieille de millions d'années, affûtée bien avant le potager. Reste à voir ce que cela donne concrètement, jour après jour, sur une feuille malade. Comment mange-t-elle au juste ce champignon? Que se passe-t-il très exactement quand elle se pose sur ce voile blanc? Approchons-nous et regardons-la travailler. Elle est posée sur une feuille de concombre. La feuille est malade. Un voile blanc, poudreux, la recouvre presque entièrement, comme une fine couche de farine renversée. L'insecte jaune avance lentement sur cette surface. Il ne pique pas. Il ne perce pas. Il abaisse la tête, applique ses pièces buccales contre le feutrage blanc et se met à racler. Millimètre carré après millimètre carré. Derrière son passage, la feuille change. Là où il est passé, le blanc a disparu, remplacé par une trace claire, légèrement dénudée. Il ne dévore pas la plante, il la débarrasse. Regardez bien ce geste, car c'est de lui que naît, depuis des décennies, un immense malentendu. Un jardinier arrive. Il voit une feuille couverte de taches, de zones abîmées, de traînées claires en désordre. Et au milieu, un petit insecte jaune, affairé. Que va-t-il conclure? La logique est immédiate, presque irrésistible. La feuille est en mauvais état, il y a une bête dessus, donc la bête abîme la feuille. Voilà le raisonnement. Il est clair, il est rapide, et il est faux. Complètement faux. C'est même l'exact contraire de la vérité. L'insecte n'abîme pas la feuille, il la soigne, lentement, méthodiquement. Mais pour comprendre pourquoi le jardinier se trompe à ce point, il faut d'abord savoir ce qu'il regarde vraiment. Il faut comprendre ce qu'est ce voile blanc. Ce dépôt farineux porte un nom, l'oïdium. Et ce n'est pas un simple champignon, c'est tout un ordre de champignons, un ensemble comptant environ 900 espèces, chacune spécialisée sur ses propres plantes. Une espèce attaque le concombre, une autre le groseillier, une troisième les rosiers, une quatrième les céréales. Elles ne sont pas interchangeables. Le champignon de votre concombre ne passera pas sur votre rosier. Il ne possède pas les outils faits pour cet hôte-là.
Une spécialisation étroite, en miroir exact de celle de notre coccinelle. Et voici ce qui rend ce champignon si particulier. La plupart des champignons pathogènes s'enfoncent à l'intérieur de la plante, cachés dans les tissus. L'oïdium, lui, vit dehors. Il s'étale à la surface même de la feuille, à découvert, tissant un réseau de filaments qui rampent sur l'épiderme. Puis il lance à l'intérieur des cellules de petits organes de succion, par lesquels il aspire leur contenu. Vue du dessus, la feuille semble seulement saupoudrée de blanc. Mais en dessous, cellule après cellule, elle meurt à petit feu, vidée de sa substance. Comment ce champignon se propage-t-il? Par des spores. Et c'est là un détail qui donne un peu le vertige. Ces spores voyagent par le vent, sur d'immenses distances, en nombre innombrable. Il y en a en ce moment même dans l'air de votre jardin. En été, par n'importe quelle journée, elles flottent autour de vous, invisibles. La seule question est de savoir si elles trouveront les conditions pour germer. Et ces conditions sont simples, de la chaleur et une humidité de l'air un peu élevée. Ni pluie, ni flaque, de l'humidité dans l'air seulement. C'est pourquoi l'oïdium éclate surtout en fin d'été, quand les nuits deviennent plus fraîches et plus humides, tandis que les journées restent chaudes. Un incubateur parfait. Et dans une mauvaise saison, ce champignon peut ruiner une part considérable d'une récolte de concombres. Il ne l'abîme pas, il la détruit. Voilà l'ennemi. Un adversaire ancien, tenace, porté par le vent, présent partout. Et face à lui, cette petite bête jaune qui racle le blanc, feuille après feuille. Maintenant, revenons à elle et à sa manière de travailler, car nous n'avons pas fini de résoudre l'énigme du jardinier. L'insecte adulte ne mord pas dans la feuille, il gratte la surface. Il ramasse les filaments du champignon avec des pièces buccales faites pour cela, sans percer l'épiderme, sans aspirer la sève de la plante. Il racle tout simplement. Et après son passage, il reste ces traces claires, ces zones dénudées mêlées aux parties encore blanches. La feuille paraît un peu fatiguée, un peu élimée. Mais elle est vivante. Sans la coccinelle, elle serait couverte d'un feutre blanc continu, et elle étoufferait lentement en dessous. Voilà l'explication du contresens. Le jardinier voit les traces du repas et croit voir des blessures. Il confond la trace du soin avec la marque du mal. Un adulte, à lui seul, nettoie en un jour une surface de l'ordre de quelques millimètres carrés de feuilles. C'est peu, je vous l'accorde, mais ils sont nombreux, et ils travaillent sans relâche, du matin au soir. Et ce travail ne s'arrête pas à l'adulte. Suivons un instant sa descendance, car elle réserve une autre surprise. Cette coccinelle vit 1 an, le temps d'un cycle complet. Au printemps, quand la température s'installe durablement au-dessus de 10 degrés, les adultes qui ont passé l'hiver sortent de leurs abris. Ils se nourrissent, refont leur force, puis s'accouplent. Et la femelle pond. Où? Précisément sur les feuilles atteintes d'oïdium. Pas à côté par hasard, là où la nourriture se trouve déjà. La jeune larve qui en sortira n'aura pas un pas à faire pour son premier repas. Ces larves, justement, elles ne ressemblent en rien à l'adulte. Elles sont allongées, d'un gris jaunâtre, hérissées de petites excroissances sombres sur les flancs. Elles ont un aspect étrange, presque inquiétant. La plupart des gens qui les découvrent pour la première fois les prennent pour des ravageurs inconnus et les écrasent. C'est une erreur, car cette larve d'allure bizarre mange exactement le même champignon qu'est l'adulte, et elle le mange avec appétit, peut-être même davantage. Elle passe par 4 stades, muant à chaque fois pour grandir, avant de se transformer en nymphe, fixée à découvert sur la feuille, son cocon. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, en sort un jeune insecte, d'abord pâle, sans points, dont la couleur se fixe en quelques heures. Selon le climat, 1 ou 2 générations se succèdent au fil de l'été. Reste une dernière énigme, et non la moindre. Un jardin, c'est des centaines, parfois un millier de feuilles. Certaines sont malades, d'autres saines. Comment l'insecte trouve-t-il la bonne? Inspecte-t-il chaque feuille une par une? Non. Il possède un nez, ou plutôt un système de détection chimique logé dans ses antennes. Quand l'oïdium se développe activement, il dégage dans l'air des composés volatiles, simples sous-produits de son métabolisme. Le champignon ne se cache pas,
il vit, et en vivant, il exhale. Pour la plante, ces molécules sont un signal de détresse. Pour la coccinelle, c'est une odeur de nourriture. Elle capte ces composés à distance, s'oriente et se pose sur la feuille contaminée. Ce n'est ni chance, ni hasard. C'est une navigation chimique d'une précision affinée par un très long passé. Et ce même flair guide la femelle vers le meilleur endroit où pondre. Plus l'infection est forte, plus la feuille l'attire. Une bête qui sent le mal de la plante et qui accourt pour le manger. Voilà ce qui travaille sur vos concombres. Mais elle ne travaille pas seule, et elle n'est pas toujours en paix. Car sur ces mêmes feuilles rôdent d'autres coccinelles, et l'une d'elles va changer toute l'histoire. À la fin du XXe siècle, dans les serres et les laboratoires d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, des chercheurs se penchent sur un problème très concret. Les pucerons ravagent les cultures, et l'on cherche une arme qui ne soit pas chimique. Sur les paillasses, on élève une coccinelle venue d'Asie de l'Est, réputée vorace, robuste, facile à multiplier. On la nourrit, on la reproduit par milliers, on prépare son lâcher dans les serres et les champs. Les premiers rapports sont enthousiastes, les pucerons reculent, la coccinelle prospère. Tout semble parfait. Personne, à cet instant, ne mesure ce que l'on vient de mettre en marche. Mais avant d'ouvrir cette boîte, il faut comprendre comment vivent normalement ces insectes entre eux. Car voici une question qui mérite qu'on s'y arrête. Comment des bêtes qui ne forment pas de colonies, qui ne bâtissent pas de nids, qui ne connaissent rien à la vie sociale des fourmis, parviennent-elles malgré tout à se retrouver, à se reconnaître et parfois à se rassembler par milliers? Car c'est le cas. Les coccinelles ne vivent pas en société. Chacune mène sa vie, chasse ou broute pour son compte, sans hiérarchie, sans division du travail. Et pourtant, elles ne s'ignorent pas. Elles se distinguent les unes des autres par l'odeur. Elles émettent et perçoivent des signaux chimiques, des phéromones, qui portent une foule d'informations. Un individu sait ainsi s'il a devant lui un semblable ou un étranger. Une femelle prête à s'accoupler diffuse un parfum qui attire les mâles. L'un d'eux la repère à plusieurs mètres de distance, ce qui, pour un insecte de cette taille, représente un véritable voyage, l'équivalent pour vous de traverser une ville en suivant une seule odeur. Ces mêmes signaux jouent un rôle décisif à l'approche de l'hiver. Beaucoup de coccinelles ne passent pas la mauvaise saison isolée. Elles se regroupent, parfois par centaines, parfois par milliers, dans un même abri. Sous une écorce, dans une fissure de mur, sous un tapis de feuilles mortes. On appelle cela l'agrégation. Guidées par l'odeur, elles convergent vers le même refuge et y attendent, engourdies par le froid, le retour de la chaleur. Imaginez cette scène. Un recoin sombre, et des milliers de petits corps ronds serrés les uns contre les autres, tenant ensemble comme un seul organisme assoupi. Voilà donc résolu notre énigme. Elles ne vivent pas en groupe, mais l'odeur les rassemble. Sans un mot, sans un chef, la chimie fait le travail. Et si vous avez déjà croisé sur vos feuilles de concombre un petit insecte jaune ponctué de noir, ou trouvé chez vous, en hiver, une coccinelle blottie dans un angle, dites-le moi en commentaire. J'aimerais sincèrement savoir de quelle région vous m'écrivez et ce que vous avez observé. Ces témoignages, mis bout à bout, dessinent une carte que les livres ne donnent pas. Vous vous souvenez, au tout début de ce film, je vous ai promis une histoire. Celle d'un auxiliaire venu d'Asie, lâché par l'homme pour sauver les récoltes, et qui s'est mis à dévorer nos propres coccinelles. La voici. Car cette coccinelle asiatique que l'on élevait avec tant d'espoir sur les paillasses porte un nom. C'est l'arlequin, Harmonia axyridis. Reprenons dans l'ordre. Cette espèce vient de l'Est de l'Asie, Chine, Japon, Corée et jusqu'à l'Extrême-Orient. Là-bas, elle fait partie d'un équilibre construit sur d'immenses durées. Elle y a ses concurrents, ses parasites, ses prédateurs, tout un ensemble d'adversaires qui maintiennent ses effectifs dans certaines limites. Un système ajusté, patiemment, sur des temps très longs. Sur son continent d'origine, l'arlequin n'a rien d'un monstre. Il est un rouage parmi d'autres. Le problème commence quand on le sort de ce système. Lassé en Europe et en Amérique, l'arlequin se retrouve dans un monde où rien ne le contient. Les guêpes parasites qui le tenaient en respect chez lui n'existent pas ici. Les prédateurs locaux ne savent pas quoi faire de lui. Et cette coccinelle, libérée de toute limite,
fait ce que fait n'importe quelle espèce quand plus rien ne l'arrête. Elle se répand. Et pas seulement. Car l'arlequin ne se contente pas de pucerons. Quand les pucerons viennent à manquer, il se rabat sur autre chose, les œufs et les larves d'autres insectes, y compris ceux des autres coccinelles. Mesurez bien ce qui se passe. On avait lâché un chasseur pour protéger les plantes. Et ce chasseur s'est mis à dévorer ceux-là même qui les protégeaient déjà. Cette espèce est grande, vorace, agressive. Elle hiverne en groupe compact et s'empare des abris en premier. Et c'est ici que le destin de notre petite coccinelle jaune se joue. Souvenez-vous, elle aussi cherche, à l'automne, un refuge pour passer le froid. Mais quand l'arlequin occupe les meilleurs abris, quand il s'installe le premier, quand il dévore au passage œufs et larves des espèces locales, il ne reste plus grand-chose pour les autres. La discrète mangeuse de champignons se retrouve concurrencée, chassée de ses cachettes, prise dans un rapport de force qu'elle n'a pas choisi. Voilà où mène une bonne intention menée avec trop d'assurance. On cherchait à remplacer la chimie par un allié vivant. On croyait tenir la solution parfaite. Et l'on a introduit un problème que l'on ne sait aujourd'hui plus comment refermer. L'histoire de l'arlequin, je l'avoue, est de celle qui me laisse songeur. Parce qu'elle dit quelque chose de très simple et de très gênant. La nature ne se pilote pas comme une machine. Chaque fois qu'on tire un fil pour régler une difficulté, on entend un autre, ailleurs, sans le voir. Cet arlequin est arrivé plus tard dans certaines régions de l'Est de l'Europe, gagnant peu à peu du terrain vers le nord, année après année. Sa progression, comme celle de notre coccinelle jaune, tient à ce vol que nous avons vu plus tôt. Ces insectes ne rampent pas d'un pays à l'autre, ils prennent l'air et le vent. Et ce que nous prenions pour un allié docile s'est révélé un conquérant. Mais laissons un instant ces rivalités et ces frontières. Car pour comprendre comment cette petite bête retrouve un abri, une feuille malade, une odeur de champignons dans l'immensité d'un jardin, il faut entrer en elle. Il faut voir le monde comme elle le voit. Et ce monde-là ne ressemble en rien au nôtre. Elle n'a pas d'oreille comme le nôtre. Elle n'a pas de nez comme le nôtre. Elle n'a pas d'yeux capable de lire cette feuille, ni un cerveau pour se raconter le monde en images nettes. Et pourtant, elle entend les vibrations d'un pas qui approche. Elle flaire un champignon à plusieurs mètres, et elle retrouve, dans l'immensité d'un jardin, la direction exacte où elle voulait aller. Comment ? Comment une créature dépourvue de tous nos organes perçoit-elle un monde aussi riche que le nôtre, parfois plus riche ? Commençons par le regard. La coccinelle possède 2 gros yeux composés, un de chaque côté de la tête. Composés, cela veut dire qu'ils ne sont pas faits d'une seule lentille, comme les vôtres, mais d'une multitude de minuscules yeux élémentaires, accolés les uns aux autres, chacun captant un petit fragment de la scène. Le cerveau assemble ensuite ces fragments en une seule image. Le résultat n'a rien de commun avec votre vision. C'est un regard presque panoramique, embrassant les côtés, l'avant, une large part de l'espace d'un seul coup. Mais ce regard a ses forces et ses faiblesses, et il faut les comprendre pour saisir sa vie. Sa force, c'est le mouvement. Un œil composé détecte le moindre déplacement avec une acuité remarquable. Le plus léger frémissement à sa portée est aussitôt repéré. Sa faiblesse, c'est le détail. Elle ne voit pas les contours fins, les textures, les nuances délicates que votre œil distingue. Pour elle, ce qui compte, ce n'est pas la finesse, c'est le contraste. Une masse sombre sur un fond clair, une tache noire sur une feuille verte, une forme qui bouge là où tout était immobile. Son monde visuel est fait de blocs de lumière et d'ombre, de tranches de couleurs, non de lignes précises. Et voilà déjà une première partie de la réponse à notre énigme. Elle ne lit pas la feuille comme un texte. Elle la perçoit comme un jeu de contraste et de mouvement. Là où vous verriez du désordre, elle voit l'essentiel, ce qui bouge, ce qui tranche, ce qui menace. Mais la vue ne fait pas tout, loin de là. Passons à un sens que nous n'avons pas, ou presque pas, sous cette forme. La coccinelle ne possède pas d'oreilles, et pourtant elle perçoit les vibrations. Elle dispose, dans son corps, d'organes sensibles au mouvement de l'air et au tremblement de la matière. Quand un prédateur se déplace sur la feuille, quand une masse approche, une onde parcourt le support et l'air alentour. L'insecte la capte. Il ne l'entend pas au sens où vous entendez une voix, il la ressent, comme vous sentiriez, doigt posé sur une table,
Quelqu'un marchait à l'autre bout de la pièce. C'est une autre porte ouverte sur le monde, une porte que nous gardons presque fermée. Vient ensuite l'odorat, et c'est peut-être là son sens le plus impressionnant. Nous l'avons entrevue. C'est par l'odeur qu'elle repère sa nourriture. Ce champignon qui exhale ses composés dans l'air. Mais ce flair sert à bien davantage. C'est par lui qu'un individu reconnaît un semblable, qu'un mâle retrouve une femelle, que toutes convergent vers un abri d'hivernage. Ces antennes taclèrent en permanence, l'analysent, y lisent un paysage de molécules que vous ne soupçonnez même pas. Là où vous ne sentez rien, elle perçoit une carte entière, tracée en parfum. Reste la dernière partie de l'énigme, et non la plus facile. Comment retrouve-t-elle une direction? Comment, dans un espace ouvert, sait-elle où aller? Ici, la réponse tient du prodige. Des observations indiquent que la coccinelle s'oriente d'après le soleil. Si on la déplace, elle tente à repartir dans la même direction qu'auparavant, en se servant de l'astre comme d'une boussole. Le soleil devient son point de repère, sa ligne de cap. Mais que se passe-t-il par temps couvert, quand aucun rayon ne perce? Elle ne perd pas le nord pour autant. Elle est capable de percevoir quelque chose que votre œil ne voit pas. La direction d'où vient la lumière, inscrite dans le ciel, même sous les nuages. Pour vous, un ciel gris est uniforme, sans indice. Pour elle, il porte encore une flèche invisible. Un navigateur discret, logé dans un corps de 3 millimètres. Voilà notre énigme entièrement résolue. Yeux faits pour le contraste et le mouvement, corps sensible aux vibrations, antennes qui lisent l'air, ciel transformé en boussole, elle ne manque de rien. Elle perçoit simplement un autre monde que le nôtre, découpé selon d'autres lignes. Et ce monde-là réserve une dernière surprise, qui touche non plus les sens, mais le comportement. Des chercheurs ont placé différentes coccinelles dans des conditions identiques et ont observé. Le résultat étonne. Toutes ne réagissent pas de la même manière. Certaines sont plus hardies. Elles explorent vite le nouvel espace, s'aventurent, partent en avant. D'autres sont prudentes. Elles restent en place, attendent, se risquent moins. On dirait, chez ces insectes minuscules, quelque chose qui évoque le tempérament, cette différence de caractère que l'on croit réservée aux animaux bien plus grands. Pourquoi cette diversité? On ne le sait pas encore avec certitude, mais elle rend probablement service à l'espèce. Les hardis découvrent de nouvelles sources de nourriture. Les prudentes, elles, tombent plus rarement dans les griffes d'un prédateur. L'audace et la retenue, chacune sa fonction. J'avoue que ce détail m'a arrêté plus longtemps que les autres. Nous imaginons volontiers un insecte comme une petite mécanique, tous les individus identiques, interchangeables, réglés de la même façon. Et voilà que dans une famille de 3 millimètres se glissent des différences de conduite, des façons d'être. La nature ne fabrique pas des copies. Même là, elle nuance. Et il existe encore une conduite qu'il faut voir, la plus théâtrale de toutes. Menacée, saisie, certaines coccinelles rabattent ses pattes contre son corps, se figent et se laissent tomber comme morte. Immobile sur le dos, elle attend. Le prédateur, qui perd souvent tout intérêt pour une proie inerte, s'en détourne. Alors, une fois le danger passé, elle se retourne, ce qui, remarquez-le, n'est pas une mince affaire pour un corps aussi rond, et reprend sa route. Feindre la mort pour rester en vie. Un monde de contrastes, de vibrations, de parfums et de ruses. Voilà comment elle habite la même feuille que nous, sans jamais habiter le même monde. Reste à savoir comment nous, les humains, avons regardé cette petite bête à travers les siècles, et pourquoi, partout, nous avons cru y voir la main du ciel. Ouvrez un manuscrit enluminé, de ceux que copiaient les moines dans le silence des abbayes. Dans la marge, entre les entrelacs et les feuillages peints à la main, se cache parfois une petite bête ronde, rouge, ponctuée de noir. Le copiste l'a posée là, minuscule, au bord de la page sacrée. Elle apparaît aussi sur la bordure de certaines icônes, sur des pièces de porcelaine, dans les décors les plus soignés. Ce n'est pas un insecte que l'on relègue avec les nuisibles. C'est un insecte que l'on place près de ce que l'on vénère. Pourquoi cet honneur? Pourquoi, entre tous les insectes du monde, celui-ci, précisément, s'est-il retrouvé au bord des pages saintes et sous la protection déclarée du ciel, dans des pays qui, souvent, ne se connaissaient même pas?
Écoutez d'abord les noms. Ils racontent déjà tout. En anglais, on l'appelle l'oiseau de Notre-Dame. En allemand, le scarabée de Marie. En français, la bête à bon Dieu. Partout en Europe, le même petit insecte porte un nom qui le rattache au divin, et le plus souvent à la même figure, la Vierge. Une légende veut que sa robe rouge soit son manteau, et que ses points noirs figurent ses joies et ses peines. En Suède, on en fait la servante de Marie, sa porte-clés. Changez de continent, et le lien au merveilleux demeure. Ailleurs, on la nomme la fée, ou l'insecte point, et l'on prête à telle ou telle de ses pattes le pouvoir d'apporter la chance. Une constellation de noms différents, mais toujours la même auréole. Et voilà que se dessine la réponse à notre question. Ce n'est pas un hasard, ni une mode passée d'un pays à l'autre. C'est la trace d'un même événement, vécu partout de la même façon. Un ravageur qui dévaste les cultures, un petit insecte rouge qui arrive et les fait reculer, et des hommes sans science qui n'ont, pour l'expliquer, que le langage du ciel. Le même soulagement, gravé dans des dizaines de langues. Les noms sont les fossiles d'une gratitude ancienne. Cette gratitude ne s'est pas arrêtée au nom. Elle a nourri toute une floraison de croyances, et celles-ci ont traversé les siècles jusqu'à nous. Vous les connaissez sans doute, même sans y penser. Un peu partout en Europe, on dit que si la coccinelle se pose sur vous, il faut faire un vœu, et qu'il se réalisera. Ailleurs, on assure qu'il faut compter les points sur son dos. Autant de points, autant de mois de bonheur devant vous. Pensez-y la prochaine fois que l'une d'elles se posera sur votre main. Vous répéterez sans le savoir un geste vieux de plusieurs siècles. Et il y a la comptine. Presque chacun de nous, enfants, a chanté quelques mots à une coccinelle posée au bout du doigt, l'invitant à s'envoler vers le ciel, vers ses petits. Arrêtons-nous là un instant. Une comptine adressée à un insecte. Nous n'avons pas de chanson pour la mouche, pas de refrain pour le moustique. Mais pour celle-ci, oui. On lui parle, on la souffle vers le ciel, on lui confie un vœu. Aucun autre insecte d'Europe n'a reçu pareille place dans le cœur des enfants. Un seul, toujours le même. Il y avait aussi, dans les campagnes, un usage plus terre-à-terre. On observait la coccinelle comme on lit un baromètre. Si elle s'envolait vite de la main, disait-on, le beau temps venait. Si elle traînait, hésitait, rampait sans se décider, la pluie approchait. Naïf? Pas tout à fait. Le comportement de bien des insectes se modifie réellement avec les variations de la pression de l'air. Les paysans, à force d'observer, avaient saisi une corrélation vraie, sans en connaître la cause. Ils ne se trompaient pas toujours. Reprenons dans l'ordre, car il reste une question que je trouve savoureuse. D'où vient au juste ce mot de coccinelle, et son cousin dans d'autres langues, où revient l'image d'une vache? Là, il faut être honnête avec vous. Les explications existent, mais aucune n'est prouvée de façon définitive. Ce sont des hypothèses, et je vous les donne comme telles. Une première piste, dans le monde slave, relie le nom à l'idée de sang. Dans les langues anciennes, les mots pour la vache et pour le sang partageaient, dit-on, une même racine. Or cet insecte, quand on l'inquiète, laisse perler ce liquide rouge-orangé aux articulations de ses pattes. On aurait pu le nommer d'après cela, la petite bête qui saigne. Une seconde piste passe par l'image même de la vache, symbole, dans la culture paysanne, de la nourricière, de la protectrice, de la créature bienveillante placée sous une garde particulière. Un insecte qui veille sur la récolte pouvait, à ce titre, hériter du même nom affectueux. Une troisième, plus concrète, évoque le ventre doux, presque velouté de l'insecte, que l'on aurait comparé à la robe d'une petite vache. 3 pistes, aucune tranchée. La langue garde ses secrets mieux que ses raisons. Et je vous avoue que c'est précisément ce flou qui me plaît. Nous savons faire voler des sondes vers d'autres planètes, mais nous ne savons pas dire avec certitude pourquoi nos ancêtres ont appelé cet insecte d'un nom de vache. Le mot est là, sur nos lèvres, transmis d'âge en âge, et son origine se perd dans une brume que nul document ne dissipe. Il y a quelque chose de touchant à porter sans le savoir un mot dont on a oublié la raison. Ce qui frappe en somme, c'est la constance. Changez de langue, changez de pays, changez de religion locale, et vous retrouvez le même petit insecte auréolé de bienveillance, le protégé du ciel, le porteur de vœux,
l'ami que l'on ne tue pas. Aucun autre insecte n'a réuni sur lui autant de tendresse humaine sur un territoire aussi vaste pendant aussi longtemps. Et c'est là que le contraste devient vertigineux. Car pendant que la culture célébrait la coccinelle rouge comme une bénédiction, sa cousine jaune, la mangeuse de champignons, se voyait rangée, elle, parmi des nuisibles. La même famille, adorée d'un côté, écrasée de l'autre. Comment cette tendresse ancienne s'accommode-t-elle du monde d'aujourd'hui, de nos villes, de nos serres, de nos élevages, et jusqu'à nos fusées? C'est ce que nous allons regarder à présent. Une main ouvre une petite boîte au-dessus d'un massif de rosiers. À l'intérieur, non pas un objet, mais des dizaines d'insectes vivants, achetés, livrés, prêts à l'emploi. On incline la boîte. Les coccinelles se répandent sur les feuilles, hésitent une seconde, puis se dispersent. Quelques-unes s'envolent aussitôt. D'autres, déjà, se mettent en quête, cherchant du museau et des antennes la première colonie de pucerons. Elles se sont mises au travail avant même que la main qui les a lâchées ne se soit retirée. Cette scène, aujourd'hui banale, mérite qu'on s'y arrête. Peut-on vraiment commander une armée de défenseurs par la poste, la lâcher dans son jardin et compter sur elle? Cela fonctionne-t-il, ou n'est-ce qu'une jolie idée? Cela fonctionne, et c'est même devenu une industrie. Aux États-Unis, en Europe, des exploitations élèvent des coccinelles à grande échelle et les vendent aux jardiniers. On peut acquérir un contenant plein d'insectes vivants et les libérer chez soi. Une fois relâchés, ils ne perdent pas de temps. Ils se mettent à chercher pucerons et acariens, exactement ce pourquoi la nature les a faits. C'est le principe de la lutte biologique. Remplacer le produit chimique par un ennemi naturel du ravageur. Au lieu de pulvériser un poison qui frappe tout ce qu'il touche, on introduit un chasseur qui ne s'en prend qu'à la cible. L'idée est belle et souvent efficace. Mais vous connaissez maintenant son revers, car nous l'avons vu de près. C'est exactement par ce chemin, par cette volonté de bien faire, qu'a été introduite la coccinelle asiatique dont nous avons parlé, celle qui s'est retournée contre les espèces locales. La lutte biologique donne un pouvoir réel. Elle donne aussi le pouvoir de se tromper à grande échelle. Lâcher un allié vivant, ce n'est pas répandre un produit qui se dégrade. C'est libérer une espèce qui, elle, se reproduit, se répand et n'obéit plus. Le remède peut devenir un problème. Voilà la réponse complète à notre question. Oui, cela marche, mais jamais sans conséquence. Quittons un instant le jardin pour la ville, car la coccinelle y raconte une autre histoire, plus discrète. On l'emploie parfois comme un indicateur. Ces insectes sont sensibles à la pollution de l'air. Là où celui-ci se dégrade, ils se raréfient, puis disparaissent. Le raisonnement se retourne alors comme un gant. Une ville riche en coccinelles est souvent une ville dont l'air reste relativement sain. Un petit baromètre vivant, non plus du temps qu'il fera, mais de la qualité de ce que nous respirons. Regardez la prochaine fois si vous en croisez sur un balcon fleuri ou dans un square. Leur présence vous dit quelque chose sur votre propre environnement. Car elles se sont installées parmi nous. Dans les parcs, sur les massifs, sur les balcons plantés, jusque sur les plantes de nos appartements. Là où pousse un peu de verdure et où s'installent quelques pucerons, elles trouvent leur place. Vous avez des pucerons sur vos rosiers d'intérieur, sur une plante du rebord de fenêtre? Il n'est pas rare que la nature envoie d'elle-même sa réponse ailée, ou que l'on puisse l'y aider. L'insecte des champs est devenu, sans que nous y prenions garde, un habitant discret de nos villes. Cette proximité a pourtant son envers, et il faut le dire honnêtement. La fameuse coccinelle asiatique, celle qui cherche des abris pour l'hiver, s'invite volontiers dans nos maisons quand vient le froid. Elle se glisse dans les angles des pièces, derrière les cadres, dans les interstices. Et dérangée ou affamée, il lui arrive de pincer la peau. Rassurez-vous, ce n'est nullement dangereux, à peine la sensation d'une morsure de petite fourmi, laissant parfois une légère rougeur. Aucune coccinelle ne pique au sens d'une guêpe. Elle ne possède pas de dard. Le seul désagrément véritable qu'elle puisse causer reste cette goutte amère qu'elle libère quand on la presse. Tenez-la sur la paume, déposez-la sur une feuille et tout se passe bien. Ne la serrez pas, voilà tout. Et puisque nous parlons des lieux les plus inattendus où l'homme a emmené cet insecte, il en est un qui dépasse tous les autres. Nous l'avons envoyé dans l'espace. Cela peut prêter à sourire, mais c'est sérieux.
Dans le cadre d'une expérience spatiale, des coccinelles ont été emportées à bord d'une navette, en compagnie de leur proie, pour une question précise et concrète. Comment la chasse se déroule-t-elle en apesanteur? Sur Terre, tout le mécanisme de la coccinelle repose sur des évidences que nous ne voyons même plus. Le haut, le bas. La proie qui, lorsqu'elle fuit, tombe ou s'accroche. Le chasseur qui tient fermement à la surface. Retirer la pesanteur, et tout ce petit théâtre se dérègle. C'est exactement ce que l'on a constaté. En apesanteur, les coccinelles chassaient moins bien. Leur proie leur échappait, flottant hors d'atteinte. Elles-mêmes peinaient à se maintenir sur les surfaces, privées du poids qui, d'ordinaire, les plaque contre le support. Tout leur art de chasseuse, affûté pour un monde où les choses tondent, se trouvait pris en défaut là où rien ne tombe. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil du temps, elles se sont adaptées. Elles ont fini par capturer leur proie malgré tout, ajustant leurs mouvements à ce monde sans haut ni bas. Je vous avoue que cette image me reste. Un insecte de 3 mm, arraché à sa feuille et à sa pesanteur, qui réapprend patiemment à chasser au milieu des étoiles. Cette petite bête que nous croyions n'appartenir qu'au jardin, nous l'aurons donc suivie partout. Dans les serres où on l'élève, dans les villes où on la compte, dans nos maisons où elle s'invite, et jusque dans l'espace où nous l'avons emportée. À chaque fois, la même chose s'est confirmée. Elle est plus solide, plus adaptable, plus surprenante qu'elle n'en a l'air. Mais toute cette réussite ne doit pas masquer une réalité plus sombre. Car cet insecte si résistant a lui aussi ses ennemis, ses pièges et ses menaces, dont certaines, justement, portent notre signature. Une guêpe se pose sur le dos d'une coccinelle vivante. En un instant, elle glisse son ovipositeur et dépose un œuf à l'intérieur du corps de l'insecte. Puis elle s'envole. La coccinelle, elle, ne meurt pas. Elle continue de marcher, de se nourrir, de vaquer à sa vie, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, l'œuf éclot, et la larve de la guêpe se met à consommer l'insecte de l'intérieur, lentement, en épargnant d'abord les organes vitaux pour le garder en vie le plus longtemps possible. L'hôte bouge encore, parfois, presque jusqu'à la fin. Voilà l'un des destins qui guettent notre petite bête. Et ce n'est que le premier de sa liste d'ennemis. Comment un insecte aussi bien protégé, doté d'une robe d'avertissement et d'un poison amer, peut-il tomber dans de tels pièges? N'avait-il pas justement tout ce qu'il fallait pour être laissé tranquille? C'est là que réside le paradoxe de sa défense. Sa cuirasse chimique est réelle, redoutable même contre certains agresseurs. Rappelez-vous, un oiseau qui a goûté une fois à cette amertume n'y revient plus. Mais aucune armure n'est parfaite. Les jeunes oiseaux, encore inexpérimentés, tentent parfois l'essai avant d'apprendre la leçon. Les araignées, elles, réagissent souvent à peine à cette chimie qui rebute les vertébrés. Et les guêpes parasites, comme celles que nous venons de voir, contournent entièrement le problème. Elles n'ont pas à manger l'insecte de l'extérieur, elles le colonisent du dedans. À cela s'ajoutent d'autres parasites, des acariens minuscules, des champignons qui s'attaquent au corps même de la coccinelle. Le protégé du ciel, dans la réalité, est assiégé de toutes parts. Mais sa défense, si elle a des failles, a aussi un succès inattendu, et il vaut la peine qu'on s'y arrête. Ce système d'avertissement fonctionne si bien que d'autres l'ont copié. Il existe des insectes parfaitement inoffensifs, sans la moindre amertume, qui ont peu à peu adopté, au fil de l'évolution, une apparence proche de celle de la coccinelle. Les mêmes couleurs vives, le même contraste alarmant. Ils ne sont pas dangereux, ils ressemblent seulement à ceux qui le sont. Et cette ressemblance leur suffit pour être épargnés. Un prédateur échaudé par la vraie coccinelle évitera aussi ses imitateurs, incapables de faire la différence. Les biologistes appellent ce phénomène le mimétisme, porter le costume du redoutable sans en payer le prix. La défense de notre insecte est devenue une monnaie que d'autres empruntent. Voilà donc résolu notre première interrogation. Sa protection est vraie, mais elle n'est pas totale. Et là où elle échoue, d'autres, plus rusés ou mieux équipés, savent passer. Passons à présent à une menace d'une toute autre nature, plus lente, plus vaste, et dans laquelle nous jouons, nous, un rôle direct. Revenons à ce champignon que notre coccinelle jaune passe sa vie à manger, l'oïdium. C'est l'un des ennemis les plus tenaces du jardin.
Nous avons vu son ancienneté prodigieuse, son âge qui se compte en dizaines de millions d'années. Un tel survivant possède une arme redoutable. Il s'adapte. Quand on le combat toujours avec le même produit, il finit, génération après génération, par lui résister. Réfléchissez à ce que cela implique. Le jardinier traite, le champignon s'adapte. Le jardinier change de produit, le champignon s'adapte de nouveau. C'est une course, une poursuite sans fin, où chaque victoire chimique prépare la parade suivante de l'adversaire. Au bout de plusieurs années de traitement intensif avec les mêmes armes, un jardin peut abriter une population d'oïdium que les produits ordinaires ne parviennent plus à maîtriser. La chimie seule, à force, s'épuise contre un ennemi qui apprend. Et pendant ce temps, à côté, gratuitement, un autre système fonctionne selon une toute autre logique. La coccinelle et le champignon, le mangeur et le mangé, ne cherchent pas à s'anéantir. Ils tiennent en équilibre. L'insecte ne fait pas disparaître l'oïdium, il le contient, il le maintient à un niveau où la plante peut vivre. Ce n'est pas l'élimination totale, c'est la régulation. Non pas 0 champignon sur la feuille, mais un taux supportable, avec lequel la plante se développe normalement. Des observations le montrent. Là où l'on n'a pas répandu d'insecticides, là où la coccinelle survit, les poussées d'oïdium sont moins fortes et plus brèves. Elles ne s'annulent pas, elles s'éteignent plus vite, parce que l'agent biologique était déjà présent, réagissant tout seul à la moindre reprise du champignon. Alors voici où le paradoxe devient douloureux, et je vous demande de bien le peser. Nous dépensons de l'argent en fongicides pour combattre l'oïdium, et ce faisant, avec des produits qui ne distinguent pas l'ami de l'ennemi, nous détruisons souvent l'insecte qui accomplissait ce même travail sans rien nous coûter. L'insecte meurt avec le champignon. Le contrôle biologique s'annule. Et l'année suivante, le champignon revient, tandis que son gardien naturel, lui, n'est plus. Ce déséquilibre, je vous l'avoue, m'a laissé songeur. Nous payons pour faire ce qu'on nous offrait, et nous supprimons celui qui l'offrait. C'est ici que se noue la vraie menace pesant sur notre coccinelle jaune. Elle ne vient pas seulement des guêpes ou des araignées. Elle vient de 3 pressions conjuguées et toutes portent, de près ou de loin, notre empreinte. D'abord, l'insecticide à large spectre, qui la tue sans la viser, avec tout le reste. Ensuite, la coccinelle asiatique introduite par nos soins, qui lui dispute ses abris et dévore œufs et larves des espèces locales. Enfin, nos habitudes d'entretien, le grand nettoyage d'automne, la feuille morte ramassée et brûlée, le moindre recoin passé au propre, qui la prive des refuges où elle passait l'hiver. Il y a pourtant une note plus claire dans ce tableau. Le climat qui se réchauffe, s'il bouleverse tant de choses, a permis à cette coccinelle d'étendre son territoire, gagnant vers l'est et le nord des régions où on ne la voyait pas autrefois. Les entomologistes notent de nouveaux points de présence au fil des saisons. Ce n'est pas une consolation, ni une bonne nouvelle en soi. C'est le signe d'un monde qui bouge. Mais cela dit au moins que l'espèce, pour l'instant, ne recule pas partout. Et la conduite à tenir, au fond, tient en peu de mots. Ne pas traiter à l'aveugle avec des poisons qui frappent tout. Laisser dans un coin un peu de feuilles mortes et quelques vieilles planches pour l'hivernage. Ne pas écraser ces larves d'aspect étrange, qui sont l'avenir de l'espèce. Reconnaître enfin l'allié sous ses dehors modestes. Rien de coûteux, rien de compliqué. Un peu de retenue surtout. Voilà ce qu'elle affronte, et voilà ce que nous pourrions, si peu que ce soit, lui épargner. Reste à revenir, une dernière fois, à cette feuille de votre jardin et à ce que fait, en cet instant précis, le petit insecte jaune que vous n'aviez jamais vraiment regardé. Elle ne sait pas qu'un jardin existe. Elle ne sait pas qu'on la nomme, qu'on l'écrase, qu'on la classe tantôt parmi les amis, tantôt parmi les nuisibles. Elle ne sait rien de nos livres, de nos comptines, de nos fongicides. Elle ne sait pas davantage qu'on l'a un jour envoyée tourner autour de la Terre. Elle ignore tout de nous. Et pendant que nous discutons de ce qu'elle est, elle fait, elle, la seule chose qu'elle ait jamais faite. Elle mange le champignon sur la feuille. Revenons à cette feuille une dernière fois et regardons ce geste dans toute sa profondeur.
car ce petit insecte jaune n'accomplit pas seulement un travail utile à votre potager. Il rejoue sur votre plan de concombre une scène infiniment plus vieille que votre potager, plus vieille que votre maison, plus vieille que l'agriculture elle-même. Nous l'avons vu. Le duel entre ce champignon et son dévoreur remonte à des temps où l'espèce humaine n'existait pas. Quand vous vous penchez sur une feuille malade et que vous apercevez la coccinelle à l'œuvre, vous n'assistez pas à un événement de cette saison. Vous assistez à un fragment d'une histoire vieille de millions d'années, qui se poursuit là, sous vos yeux, dans le silence. Et cette histoire, songez à tout ce qu'il aura fallu pour qu'elle arrive jusqu'à cette feuille précise. Il aura fallu qu'une lignée de chasseurs, il y a très longtemps, renonce à la chasse pour se tourner vers le champignon que personne ne disputait. Il aura fallu que la sélection façonne un corps rond, un vol replié comme un origami, une chimie amère pour tenir les prédateurs à distance. Il aura fallu des yeux faits pour le contraste, des antennes capables de lire une odeur de champignon à plusieurs mètres, un sens du soleil et de la lumière pour ne jamais perdre le cap. Tout cela, cette accumulation de trouvailles patientes, tient dans une bête de 3 mm posée sur votre concombre. Un grain de riz vivant qui porte en lui des millions d'années de mise au point. Pensez-y un instant. Vous avez peut-être cet été vu ce petit insecte jaune sur une feuille couverte de blanc. Peut-être l'avez-vous chassé d'un revers de main ou pris pour un parasite. Peut-être avez-vous écrasé, sans le savoir, l'une de ces larves grises et hérissées qui sont ses enfants, croyant protéger vos plants. La plupart d'entre nous l'ont fait, faute de savoir. Et c'est là peut-être le vrai sujet de ce film. Non pas que cet insecte soit rare ou spectaculaire ou en danger imminent, mais qu'il travaille pour nous depuis toujours, sous nos yeux, sans que nous l'ayons jamais regardé. Car voilà le paradoxe qui aura traversé tout notre récit, et sur lequel il faut nous arrêter. Nous avons couvert de tendresse la coccinelle rouge, nous l'avons peinte au bord des pages saintes, chantée aux enfants, chargée de vœux et de chances. Et dans le même temps, sa cousine jaune, qui rend un service au moins aussi précieux, nous l'avons rangée dans les listes de nuisibles, combattue, réprimée dans de vieux manuels dont certains la condamnent encore. La même famille, adorée d'un côté, méconnue de l'autre. La différence entre les deux ne tient pas à ce qu'elles font, elle tient seulement à ce que nous avons su, ou pas su, voir. Et si désormais nous savons voir, alors quelque chose peut changer. Rien de grand, rien de spectaculaire. Juste un regard, la prochaine fois, qui s'arrête au lieu de balayer. Juste une main qui ne s'abat pas. Juste un coin de jardin laissé en désordre, quelques feuilles mortes, une vieille planche pour qu'elle passe l'hiver. C'est peu de choses. Mais c'est, à l'échelle de cet insecte, la différence entre disparaître et continuer. Alors reprenons, une dernière fois, ce que nous savons d'elle à présent. Elle ne chasse rien. Elle ne tue personne. Elle mange un champignon plus vieux que les dinosaures. Elle vole sur des kilomètres avec des ailes de dentelle. Elle suit le soleil sous un ciel couvert. Et elle soigne, sans le savoir, la feuille sur laquelle on la croyait coupable. Elle n'est pas rouge. Elle n'est pas célèbre. On ne la chante pas aux enfants. Mais depuis des millions d'années, patiemment, elle veille sur le vert du monde. Si un jour, dans votre jardin, vous vous penchez sur une feuille poudrée de blanc et que vous y voyez un petit point jaune ponctué de noir, ne le balayez pas. Arrêtez-vous une seconde. Sous vos yeux, en cet instant même, un être minuscule accomplit un geste vieux comme les fleurs, un geste qu'il répétait bien avant que le premier jardin humain n'existe. Il ne sait pas que vous êtes là, penché au-dessus de lui. Il ne sait pas qu'il vous rend service. Il continue, simplement, comme il l'a toujours fait. Et il vous suffit, pour l'aider, de ne rien faire du tout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce film vous a appris quelque chose, laissez un pouce et abonnez-vous à Planète Animal. C'est ce qui nous permet de continuer. La prochaine fois, nous suivrons un autre animal que vous croyez connaître et qui vous réserve lui aussi quelques surprises. À très bientôt.